Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Ici votre hôte Hubert Côté. Comme à l'habitude, nous sommes accompagnés de notre cher Louis Côté. Merci Louis d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi, Hubert. Donc, pour débuter l'épisode d'aujourd'hui, on va s'adresser à l'univers des franchises. Exactement. Donc, plus spécifiquement, là, on va parler des franchises de services, donc pas nécessairement de la restauration comme McDonald's, Subway, qu'on connaît tous. Je trouve que c'est un avenue qui est intéressant pour les investisseurs, les repreneurs qui souhaitent être propriétaires d'une entreprise sans nécessairement avoir énormément d'expérience. On va en parler plus en détail, mais la beauté de la chose d'être propriétaire d'une franchise, c'est que tu as un accompagnement, tu as déjà un brand, tu as déjà un produit, puis tu as une structure d'approvisionnement qui est déjà en place. Donc, si on parle par exemple de Subway, ben, tu sais déjà où commander tes tomates, la salade, etc. T'sais. Fait que, en gros, une franchise, c'est quoi? Ben, c'est simple. Il y a essentiellement la maison mère. Au début, tu sais, la naissance des franchises, souvent, c'est une entreprise qui a du succès. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film sur Netflix, le Founder de McDonald's, c'est l'histoire de la naissance de McDonald's. C'est un super bon film avec Kroc. Qui est la personne qui a comme eu l'idée de franchiser le fameux McDonald's. C'était les frères. Je pense que oui. Les frères. Je pense pas que dans leur famille, c'était les frères McDonald's, mais bref. Il explique bien un peu le concept de franchise, mais essentiellement, c'est une entreprise qui va décider d'ouvrir d'autres locations, d'ouvrir d'autres territoires, et ils vont donner, dans le fond, leur marque à des nouveaux individus. Puis ces personnes-là, dans ces nouveaux territoires-là, vont être comme propriétaires de leur propre franchise, donc une division de la compagnie. Puis ils vont vendre le même service que la maison mère, mais dans des territoires qui avaient été inexploités par le passé. Puis concrètement, pour le franchiseur, ça serait quoi l'avantage de faire ça au lieu de faire son expansion par lui-même? Puis est-ce que c'est pour le franchisé aussi, c'est quoi les implications d'y aller par cette avenue-là? Mais je pense que dans le contexte de McDonald's, ce qui est intéressant, c'est un franchiseur. C'est une des plus grosses compagnies au monde là, maintenant, mais la beauté de la chose d'être un franchiseur en tant que propriétaire d'entreprise, moi personnellement, c'est quelque chose avec Live que je pense peut-être mettre sur place en temps et lieu. Mais l'avantage de ça, c'est que tu vas mitiger ton risque. Les gens vont investir un certain montant pour être propriétaire du territoire. Puis également, ça crée des nouveaux entrepreneurs au sein de ta compagnie. Fait que ce qui est intéressant, c'est que ça va créer une espèce de chimie d'équipe où tu n'es pas le seul propriétaire, entre guillemets, de l'entreprise. Tu as d'autres personnes tout aussi importantes qui vont développer le territoire pour toi. En échange de ça, ben toi, tu vas leur donner des ressources, tu vas leur donner le blueprint qui a fait en sorte que toi, ça a fonctionné dans ton territoire. Puis en même temps, ben, ça va être une économie de temps parce que ben, tu n'auras pas besoin d'être sur plusieurs territoires en même temps. Tu sais que cette personne-là, que la division de Beauport, va techniquement performer et te représenter. Fait qu'au final, le franchisé s'achète un plan d'affaires qui est déjà éprouvé, qui est déjà mis en place avec une chaîne d'approvisionnement, tout ça, pour s'assurer que ça fonctionne. Right. Puis je pense que ça fonctionne assez bien parce que de ce que j'ai vu, là, les franchises performent bien, puis le taux de réussite est quand même assez bon. Oui, dans le fond, selon la Banque de développement du Canada, là, environ 85% des franchises restent actives après 5 ans, tandis que seulement 50% des nouvelles entreprises indépendantes survivent sur la même période. Ce que ça veut dire, c'est que pour les gens qui ont peut-être moins d'expérience en affaires, qui n'ont pas déjà eu de business, c'est sûr que d'être un repreneur d'une entreprise indépendante, oui, ça peut être l'investissement d'une vie, mais en même temps, c'est challenge. Ce que je trouve intéressant, un bel intermédiaire, c'est d'être propriétaire d'une franchise où justement, tu n'es pas laissé à toi-même à 100%. Tu as quand même des barrières, tu as des guides, tu as du monde qui sont là, qui l'ont déjà fait souvent dans un autre territoire. Puis ben, il y a tous les avantages aussi, l'exonération du gain de capital, etc. Il y a moyen d'avoir des belles optimisations puis des beaux outcomes là, en tant que franchisé. C'est assez énorme là, quand on y pense. Là, un taux de réussite de 85%. Puis ça doit inclure aussi les personnes qui ont arrêté l'entreprise pour d'autres raisons que, par exemple, la business ne fonctionnait pas. Fait que moi, je trouve ça vraiment énorme. Là. Entre 50%, tu as une chance sur deux versus presque toutes les chances que ça fonctionne. Ouais, mais dans le fond, puis ça, c'est peut-être dans l'étude, là, c'est la BDC là, qui dit ça, mais tu sais, 85% des franchises
reste active et non les franchisés. Right? Fait que probablement que le concept de, si tu veux franchiser ton entreprise à toi, de service, etc., je pense que c'est intéressant parce que justement, ça mitige ton risque et tout. Je pense pas que c'est nécessairement que tous les franchisés sont profitables. Tu comprends? C'est pas 85% des franchisés qui restent actifs après 5 ans. D'après moi, c'est quand même plus élevé que les gens qui se partent des entreprises, évidemment, là, parce que tu es accompagné. Là. Mais avoir la stat exacte. Mais c'est certain que c'est plus facile d'être un franchisé, d'acheter une franchise que de partir soi-même. Ouais. Je comprends. Puis je pense au niveau du financement aussi, il y a quand même certains avantages d'y aller par des franchises, que c'est quand même assez bien vu par les institutions financières. Oui, mais dans le fond, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Là. La banque, en général, quand ils vont te passer de l'argent pour une acquisition d'entreprise, eux, ce qu'ils veulent voir, c'est un historique, ton expérience, puis également tes projections. Right? Où est-ce que tu t'en vas avec l'entreprise, pourquoi tu veux l'acheter, c'est quoi ton plan. La beauté de la chose, quand tu achètes une franchise, c'est que tu as des comparatifs. Exemple, que tu achètes le territoire de Montréal pour une entreprise de service de lavage de vitres. Tu achètes une franchise, tu as tout le territoire, tu as toute l'île de Montréal. Tu peux dire, OK, good, cette franchise-là, en Ontario, de lavage de vitres, il fait 1 million de chiffre d'affaires par année. Il fait 300 000 de profit. Il y a 3 employés, 2 fourgonnettes. Right? Il y a pour 100 000 piastres d'actifs. Puis ça y a pris 3 ans à arriver là. Fait que là, après ça, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas voir la banque, tu te dis, OK, check, voici ce qui s'est passé en Ontario, voici mon curriculum, voici le même plan de match que je vais faire à Montréal. Puis en plus de ça, je suis accompagné d'une équipe de professionnels. La franchise, la maison mère m'offre un service d'accompagnement, du coaching. Ça compte là, dans le fond pour la banque. Il dit qu'il est good, ce gars-là, il n'est pas laissé à lui-même, il va t'accompagner. Puis en plus de ça, des fois, il y a des franchises qui prennent, c'est les plus petites, les franchises en démarrage souvent, mais ils vont prendre une collatérale. Là, dans le fond, si jamais ils fail, ils vont prendre une partie des risques. Là. Fait que ça, pour la banque, évidemment, c'est super bon. Fait qu'ils sont plus ouverts. Encore là, il y a des franchises qui sont plus facilement finançables. C'est certain que le domaine de la restauration, on le sait, c'est plus challengeant. Par contre, tu vois qu'il y a une franchise avec un bon track record, une entreprise de service, etc., ça peut très bien se faire. Puis comme tu viens de dire, le domaine de la restauration, c'est difficile. Puis en tout cas, moi, personnellement, quand je pense à des franchises, je pense souvent aux grosses franchises dans le domaine de la restauration. On peut penser par exemple à McDonald's. Puis j'étais allé voir sur le site, là, par curiosité, pour partir une franchise McDonald's, ils demandent d'avoir 700 000 cash, donc 700 000 hors dette, là, fait que tu injectes 700 000 de capital. Fait que tu sais, je me disais, crime, c'est pas vraiment accessible pour le commun des mortels, mais de ce que j'ai vu, puis de ce que tu me dis, il y a des franchises qui sont beaucoup plus accessibles là, pour la plupart des personnes, qui demandent beaucoup moins d'investissement. Puis je pense qu'on avait un cas de figure aussi là, pour ça. Fait que... dans le fond, c'est une franchise que j'ai découverte là, récemment, là, c'est Caesar Master. Je connais le fondateur. Ce que je trouve intéressant de ce modèle-là, puis ça peut peut-être aider les gens à la maison à se faire une idée sur le sujet, puis de comprendre un peu plus qu'est-ce que je veux dire par... je trouve ça intéressant d'investir, devenir propriétaire d'une franchise. Caesar Master, c'est une entreprise qui se spécialise dans le fond pour l'aiguisage de ciseaux, puis la vente de ciseaux pour les salons de coiffeur. Puis ce que je trouve intéressant de ce modèle-là, tu as un territoire, tu achètes de l'outil, tu fais un investissement initial de moins de 100 000 pour être propriétaire de ta franchise avec ta région. Puis ce qui est le fun, c'est que la maison mère t'aide à, oui, générer des leads, mais aussi donne quand même déjà des aiguisages. Puis ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, dans ce modèle-là, il y a une belle récurrence, c'est du service. Fait qu'il n'y a pas nécessairement t'as pas besoin d'acheter de bâtisse, c'est un service d'aiguisage. Fait que tu te promènes de salon en salon. Puis en plus de ça, tu fais aussi la vente d'outils. Les outils de coiffure, ça paraît peut-être peu coûteux, mais en général, un ciseau va se vendre autour de 400-500 $. C'est un bon couteau. Puis souvent, les coiffeurs ou les coiffeuses ont beaucoup de ciseaux. Puis il faut tout qu'ils aiguisent à chaque 6 mois. Fait que c'est une belle récurrence, c'est une belle clientèle. Il y a énormément de salons de coiffure. Il y a moyen de générer des revenus super importants. Là. Il y en a qui, justement, dans cette franchise-là, qui peuvent gagner 150 à 250 000 avec des marges de profit de
super importante, là, de plus de... Ils font mettons 250 000 de revenus, 150 000 de profit. Là, fait que ça peut être hyper lucratif quand même. Puis, ben, ultimement, tu peux bâtir une équipe en dessous de toi, avoir d'autres franchises, d'autres secteurs. Fait que je pense que c'est une opportunité qui est intéressante. Souvent, les gens vont pas regarder les franchises de services parce qu'elles sont un peu moins connues. Il n'y a pas de pignon sur rue. Fait que tu te dis... tu ne savais pas que ça existait, right, cette franchise-là. Mais quand tu commences à creuser dans le sujet, je trouve qu'il y a des franchises de services. On dirait que cette idée-là, Build on Me, là, je le trouve de plus en plus intéressant. Puis je me dis, OK, cool, ben, y a-t-il une franchise où il y a une forme de récurrence? En plus de ça, c'est le fun, c'est une clientèle B2B. Fait que c'est une compagnie qui vend à une autre compagnie. Fait que souvent, tu as besoin de moins de clients. Puis la facture moyenne est plus élevée par client. Fait que ça te permet justement de créer un beau revenu récurrent, tandis que des fois, quand tu vends au consommateur, mettons un produit de masse, ben, ça prend énormément de volume. Là. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Puis, de l'autre côté, ben, c'est le fun aussi pour le franchiseur parce que lui, ben, il a la possibilité d'avoir plusieurs personnes sur plusieurs territoires. Mais c'est ça, la chose à savoir par contre, c'est qu'il faut donner une royauté à la maison mère. Je pense que si ma mémoire est bonne, je sais que, mettons, les cafés Second Cup, c'est 7% du revenu. OK. Il y en a d'autres que ça varie énormément. Là. Mais c'est ça, il y a toujours un top line souvent qui est pris par la maison mère. Le seul aussi chose importante à savoir, c'est que souvent, mettons, tu peux pas... exemple, quand tu possèdes une franchise Second Cup, faut que tu t'achètes, dans le fond, l'équipement, les verres en styromousse, tu peux pas les acheter n'importe où, il faut que tu les achètes de Second Cup, puis souvent ils te font payer un premium aussi là-dessus. Même chose pour l'approvisionnement en graines de café, etc. Fait que tu as moins de jeux sur le développement des produits et tout. Mais à l'inverse, ça peut vraiment être une force. Moi, je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur pour en avoir acheté des business puis pour en avoir parti. La beauté de la chose quand tu achètes une entreprise qui est déjà vivante, c'est que tu ne penses pas à comme quel produit va fonctionner. Ce que tu achètes, c'est que tu achètes un produit ou un service qui fonctionne déjà. Puis honnêtement, je trouve que c'est ça le plus challengeant des fois quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir des contraintes. Ben, pas le plus challengeant, mais le plus facilitant, pardon. C'est quand tu as des contraintes, puis tu dis, OK, ben moi, je peux juste laver des vitres. Là. Puis là, tu te focalises sur laver des vitres de la meilleure façon possible, à grande échelle, de façon récurrente. Tu sais. Puis, on dirait que quand tu es pris dans un étau où tu dis, OK, ben je dois vendre ça à telle heure, à tel genre de client, ça te force justement à enlever les choses inutiles comme le développement d'un nouveau logo, d'un nouveau site web, d'une nouvelle idée, tu sais, le Shining Object Syndrome, là, où il y en a peut-être probablement à la maison qui vont se reconnaître là-dedans. Tu as une idée, pendant 6 mois, tu essaies de la faire, ça marche pas, passe au prochain. Pendant 1 an, une nouvelle business, t'arrêtes, tu recommences. Puis ça, on le vit tous au début, c'est normal. Tu as un concept, tu dis, gars, je vais me partir un blog. Tu commences à écrire 1 infolette, 2 infolettes, tu arrêtes à 3. Tu n'es plus capable, genre, tu fais pas de revenus. Genre, right? Fait que c'est un peu ça, je trouve, la beauté de la franchise. Ça te force justement à être dans une contrainte, dans une boîte. Puis tu peux vraiment apprendre énormément à scaler. Et tu sais, il y en a là, qui deviennent propriétaires. On connaît des gens qui ont des dizaines et des dizaines de Subway. Puis tu peux te bâtir une équipe en dessous de ça, puis déléguer, vraiment avoir une entreprise au sein d'une entreprise. Puis la beauté de la chose, c'est que tu as un brand qui est derrière toi, que tu n'as pas besoin de te casser la tête à développer ton brand. Live, ça a été vraiment difficile. Là, on a un brand à développer, on a un produit à développer, on a du monde à embaucher, on a des clients à servir, on a du marketing à faire. C'est comme... Le niveau de difficulté est genre sur un autre scale là, versus acheter une franchise. OK, ben tu as une marque établie, tu as déjà des relations de confiance, tu sais ce que tu as à vendre, quand tu l'as à vendre. Puis si tu as un problème, il y a du monde derrière toi qui vont te donner des réponses. C'est moi, quand j'ai un problème, il n'y a personne derrière moi, tu comprends? Il n'y a personne à qui je peux look up after. Bien évidemment, j'ai des mentors, j'ai des amis et tout, mais tu sais, à the end of the day, c'est moi qui est au bat. Là. Puis une franchise, oui, c'est toi qui es au bat, mais tu as quand même quelqu'un à côté qui peut t'aider. Là. Fait que, c'est ce que je trouve intéressant. Je pense qu'il y a une énorme valeur aussi au fait que quand tu vois les résultats des personnes qui ont fait le même type de parcours que toi, c'est plus motivant. Tu sais, on parlait tantôt, par exemple,
nouvelle idée, on commence un blog, commence une infolette, mais là, après 3-4, finalement, on voit pas les résultats. Puis c'est 100% normal de pas voir les résultats d'une nouvelle idée. Tandis que si tu sais que telle personne, ça a pris, mettons, quelques mois avant d'avoir tant de résultats, puis avant d'avoir tant de clients, je pense que ça l'aide à motiver, puis ça donne un point de comparaison qui est intéressant. Moi, de la manière que je le vois, là, si j'avais à mettre ça sur une échelle de liberté versus risque versus revenu, au bas de l'échelle, on aurait le salarié, prend pas de risque, revenu prédictible, puis c'est salarié. Puis là, après ça, on tombe à franchisé. Donc, un peu un mix entre le salarié et le reprenariat, dans le sens que les barrières sont beaucoup plus établies. On sait où qu'on s'en va, mais tout est dépendant de ce que tu vas faire. Donc, ton développement des affaires, tout ça, la prestation de service, tu décides de travailler, c'est un peu plus toi qui fais ton horaire, c'est un peu plus toi qui gères tes choses toi-même. Donc, je trouve que c'est quand même un bel entre-deux. Puis à l'autre extrême du spectre, évidemment, on a partir sa propre entreprise, qui, comme tu l'as mentionné, il faut faire tout à 100%. Le reprenariat, c'est bien parce que tu as déjà quelque chose qui est en place. Par contre, il y a beaucoup plus de liberté. Donc, on n'a pas les barrières, on n'a pas tout le système qui est avec les franchises. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui veut faire le saut à devenir autonome sans nécessairement tomber dans une entreprise dans laquelle il n'y aurait pas vraiment de support. Oui, non, absolument. Fait que, si on avait à résumer ça brièvement, je pense que tu l'as bien dit d'ailleurs sur le spectre. L'avantage d'une franchise, c'est ça. C'est si tu veux te lancer en affaires, tu n'as pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais tu as de la drive et tu veux être plus indépendant. Financièrement, je pense que c'est un bel avenue. Deuxièmement, la beauté de la chose, c'est que tu es épaulé. Par contre, les choses à considérer, c'est que tu as des frais associés à ça de démarrage. Évidemment, tu peux aussi, ça se finance. Là, on disait dans le cas de McDonald's où tu as 700 000 à mettre en cash, des franchises comme celle de Caesar Master, c'est finançable là, dans le fond. Tu peux aller chercher. 100%? Tu peux aller chercher. Ça va dépendre. Là. Il y a toujours un petit montant à mettre quand même, mais il y a une bonne partie qui est finançable par les banques. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, ultimement, ben, c'est ça, il y a des frais à payer et tout. Puis, ben, tu n'es pas libre à 100%, mais on dirait que la liberté à 100%, on dirait, plus je vois des gens, plus je côtoie des gens qui en ont parti ou qui ont repris des entreprises, c'est une belle chose. T'sais. Je trouve que, puis je l'ai déjà dit, mais ce qui fait en sorte que les investisseurs immobiliers ont du succès, c'est qu'ils peuvent pas vendre l'immobilier d'un matin, right? Puis c'est la même chose au début, quand tu te lances en business, tu peux arrêter d'un matin puis tu n'as aucune obligation, puis c'est comme trop facile d'arrêter. Fait qu'après ça, quand tu prends un engagement financier, tu vas lever de la dette pour reprendre l'entreprise, ben tu te dis, OK, ben je suis là pour 2-3 ans, là, minimum. Fait que ça te force à te focaliser sur une chose, à vendre une seule chose, un produit ou un service, puis te dire, OK, mais je peux pas arrêter d'un matin. Là. Tandis que quand tu lances ton e-commerce ou tu lances ton blog, tu vas faire 0 pendant 3 mois de toute façon. T'sais. Fait que tu arrêtes. Comme l'incitatif n'est pas là. Fait que je trouve que c'est une belle chose. Puis la franchise, souvent, ça va coûter vraiment moins cher que d'acquérir une entreprise. Règle générale, c'est des investissements moins importants parce qu'il faut quand même que tu fasses du développement d'affaires. Là. La franchise ne vient pas non plus avec 200 000 de chiffre d'affaires. Là, souvent, il faut quand même que tu crées ta clientèle, mais tu as toutes les ressources pour y arriver. Fait que ça serait un petit peu ça la conclusion. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment acquérir une franchise, je vous invite à vous abonner à notre infolette, une infolette gratuite qu'on envoie tous les dimanches matin. On parle de plusieurs choses, l'acquisition d'entreprise, les franchises. Puis vous pouvez aller aussi sur notre nouveau site web, live.québec. Honnêtement, je le trouve quand même très clean. Très beau. Shout out à l'équipe de développement. Donc, je vous invite à aller regarder ça. On va mettre les liens dans les notes de l'épisode. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir écouté aujourd'hui. Merci et on se dit à la semaine prochaine.